Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de France 2022. Étape qui partait de Binche pour aller à Longwy. Étape longue, 221 km, qui pourtant est arrivée avec 3 quarts d'heure d'avance sur l'horaire prévu. Parce qu'on a roulé extrêmement fort sur cette étape. On va revenir top flop bilan des Bleus. Je pense que la vidéo sera plus courte qu'hier, parce que j'ai pas grand chose non plus à dire aujourd'hui. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire, c'est-à-dire que ça se voit quand même assez bien à l'œil de qui était très fort, qui était un petit peu en difficulté, mais on reviendra là-dessus, on aura peut-être quand même des choses à dire, parce que vous savez bien, très bien sur cette chaîne que quand je dis que je vais faire court, je fais 35 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Enfin voilà, un petit peu le tintouin habituel, votre résumé un petit peu de votre étape à vous. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu également, mais vous pouvez surtout mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Là par exemple, demain, il y aura du cyclisme certes, mais on parlera également football avec l'Euro féminin. On parlera des deux premiers matchs sur l'Euro féminin, le retour du nulos du football, du mec qui n'y connaît rien mais qui regarde que les matchs de grandes compétitions internationales et qui donnera son avis. Je fais en fait du Pierre Ménès quoi. Petite blague. On commence tout de suite avec cette vidéo. Étape qui a été assez intéressante. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas regardé. Déjà, parce que je vous le dis assez souvent, je ne regarde pas les étapes en intégralité. Premièrement parce que là aujourd'hui j'ai enregistré la présentation de l'étape de demain qu'à 13h35 parce que ce matin je faisais les courses tout simplement pour tout vous dire. Je l'ai suivi mais il y a eu un énorme début d'étape. Grosse animation, notamment avec Van Aert, notamment avec d'autres coureurs qui ont vraiment animé la course. On peut saluer également Quinn Simmons, parce que je vais pas en parler plus tard, qui a quand même vécu une journée en enfer, parce que être en duo pendant très longtemps avec Van Aert, bon, voilà, tu sais que tu vas avoir mal aux cuisses, et Van Aert était très motivé aujourd'hui, et donc je pense qu'il a eu très mal aux cuisses. Aujourd'hui, ça m'a rappelé une étape du Tour d'Espagne, une année. Alors ça remonte un petit peu avec, alors je ne sais plus c'était quelle année, hein, vraiment là, c'était dans les années 2010. Avec Tony Martin, qui avait fait aussi un sacré numéro en solitaire, et qui avait été rattrapé à 3-4 km de l'arrivée sur une étape toute plate, voilà, qui avait décidé de partir tout seul en échappée, qui avait fait la journée à plus de 50 de moyenne vent d'eau, et aussi qui avait martyrisé le peloton derrière. Van Aert, il m'a fait un peu penser à Tony Martin ce jour-là, même si ça n'a pas marché. C'était quand même une tentative qui a dynamité la course, qui a animé la course, et on le remercie quand même pour ça. Qu'à 50 km de moyenne sur 220 km de course, ça va laisser des traces dans les cuisses, dans les jambes. C'est une étape. Là, on a quand même enchaîné deux étapes avec un gros rythme, où le final a été quand même très animé. Aujourd'hui, dans le final, il y avait quand même plus grand monde, il faut le dire. Demain, ça va se payer. Certains souffriront, ça c'est clair et net. Certains vont pas pouvoir le faire 3 jours d'affilée. L'étape a vraiment été très nerveuse, donc ça va être compliqué. Et je pense que ça aura des conséquences sur la course de demain, c'est-à-dire qu'on va voir des gros craquages demain, et peut-être également en troisième semaine, ou en fin de deuxième semaine, parce que les coureurs, ils accumulent un peu de la fatigue, ils accumulent aussi des toxines dans les cuisses, et même avec le massage, tu peux pas tout enlever non plus parfois, quand il y a énormément de toxines. Donc c'est vrai que ça a été une journée très animée, une journée très intéressante. Un final où on a le plus fort qui s'impose aujourd'hui. Ça, il n'y a pas vraiment de discussion possible. Malgré tout, le plus fort, ça fait 2 jours qu'il dépense quand même pas mal d'énergie. Est-ce que ça tiendra 3 semaines? On le verra également. La note de l'étape, j'ai décidé de mettre 17 sur 20 aujourd'hui à l'étape. Parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de spectacles aujourd'hui. Et c'est vrai que Van Aert a vraiment animé la course. Le duo avec Quinn Simmons a été assez intéressant. C'est vrai que je pense que Quinn Simmons aujourd'hui, il a beaucoup appris. Il aura mal aux cuisses ce soir, il va bien dormir, mais il aura beaucoup appris de cette échappée avec Van Aert.
Et puis ça a animé la course et ce qui a fait que le final était aussi difficile. Et puis l'attaque de Villermoz, c'était une tentative bon, qui n'a pas marché, mais ça aurait pu être très intéressant. Parce qu'ensuite, je n'en parlerai pas plus tard dans le reste de la vidéo. La chute de Vlasov, qui aurait pu avoir des conséquences très graves, mais au final, il s'en sort bien, Vlasov. Et puis, on a des coureurs qui confirment qu'ils ne sont pas au top de leur forme aussi. Et sur une étape comme celle-là, oui, ça n'a pas fait de cadeau. Hein. Et puis, 50 à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer aujourd'hui. Vraiment, avec un vent de dos qui a poussé les coureurs pendant toute la journée. Donc voilà, du 7 sur 20, parce que j'ai passé une étape... très clairement, je ne m'attendais pas à grand-chose de cette étape, pour tout vous dire. Parce que j'avais même un peu d'inquiétude sur le fait que le peloton laisse l'échapper voilà, avec 8 minutes d'avance et puis qui est pas beaucoup d'intérêt en soi. Et malgré tout, j'ai pris j'ai pris du plaisir à regarder cette étape. Donc comme je m'attendais à pas prendre beaucoup de plaisir, voilà, j'ai décidé de mettre un 17 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec David Gaudu. C'est la belle performance du jour, je dirais, pour David. Ça confirme que les jambes sont bonnes pour David Gaudu. Là, il n'y a pas photo. Les jambes sont très bonnes. C'est vrai que, bon, j'avais dit, hein, déjà sur le Cap Blanc-Nez, il avait fini en tête du deuxième peloton, alors qu'il n'était pas super bien placé. Donc, ça montrait que les jambes étaient plutôt intéressantes. Mais là, aujourd'hui, Gaudu, il s'en est très très bien sorti. Et il a fait du très très bon job, malgré le fait que vous perdez le coureur luxembourgeois très tôt sur chute, voilà, dans le final. Donc c'est vrai que ça c'était pas l'idéal pour eux. Du côté de Kevin Genietz, voilà, qui a été lâché, qui est tombé. Alors, on pourra revenir également sur la chute Genietz-Vlasov en termes d'organisation. Mettre un signaleur avant ce virage aurait peut-être eu de l'intérêt, parce que là, il n'y avait rien pour indiquer qu'il y avait un terre-plein central. Je suis désolé, on aurait pu mettre parce qu'on savait que le terre-plein central était derrière le virage. On aurait pu mettre vraiment une indication sonore, vous savez, les petits tableaux numériques là, de niveau sonore, pour prévenir qu'il y aurait un terre-plein central et qu'il fallait faire attention après le virage, parce que là, les coureurs se sont fait surprendre. Et heureusement, on n'avait pas un grand peloton à ce moment-là. C'est-à-dire, ils étaient déjà plus qu'à 50, 60 coureurs. Parce qu'avec un peloton de 150, au même endroit, on en perd 15 ou 20 dans l'affaire. Donc là encore, au niveau de l'organisation, gros point noir, parce que pour moi, il aurait fallu annoncer, mettre un signaleur, mettre un signal électronique, pour indiquer que... Parce que là, on s'en apercevait du terre-plein central au dernier moment. Hein. C'était vraiment au dernier moment. Donc ça aurait peut-être été intéressant de le faire. Pour tout vous dire, moi je ne l'avais pas vu sur la carte Google Street View, parce que pourtant j'avais vu le virage. Je regarde toutes les traversées de ville. À des moments, je saute les passages en pleine campagne quand il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais je regarde les 30 derniers kilomètres. Et dans les 30 derniers kilomètres, je regarde surtout de manière attentive les passages en ville. Notamment, je vous avais parlé de Cons-la-Grand-Ville. Je vous avais dit qu'à un moment, il y avait le petit château où ça se resserrait. Vous n'avez pas menti, ça se resserrait, mais là, il n'y avait pas de danger. Alors que, au niveau du terre-plein central, on aurait pu faire attention et mettre une indication. Mais Gaudu, les jambes sont très bonnes. Là, son sprint, il finit quand même devant Pidcock, devant Dylan Teuns, quand même. Hein, donc c'est pas sur un sprint comme ça en petit comité, c'est pas n'importe qui. Il finit derrière Matthews, Pogacar. Pas n'importe qui non plus. Alors on verra demain sur la super planche des belles filles, parce que je pense que la hiérarchie véritablement de ce Tour de France se dessinera demain. C'est-à-dire demain, après la super planche des belles filles, on pourra déjà dire qui a gagné, qui a vraiment perdu. Ça sera déjà, on pourra déjà le dire demain pour le Tour de France, et ça changera forcément la physionomie de ce Tour de France. Ça, c'est clair et net. Mais du côté de Gaudu, pour le moment, c'est bien ce qu'il fait. Il fait vraiment un bon Tour de France. Donc vraiment, je voulais saluer David Gaudu, parce que pour l'instant, ça se passe très bien. Donc je rappelle que c'est pas lui qui est premier français. C'est le deuxième coureur au top du jour, c'est Romain Bardet. Il va falloir vraiment se poser des questions du côté de DSM. Pour Romain Bardet, il est qu'à 1,01 de Pogacar. Moi, si j'étais DSM, j'attends encore demain. Et demain, s'il est performant,
Je dis on joue le général, on joue plus les étapes, ni le maillot à poids, parce que encore plus quand tu es dans la situation de DSM. Si tu étais dans la situation d'une équipe comme Groupama au niveau UCI ou du côté de la Bora, bon, je dis oui, tu peux tenter les étapes parce que bon, on est sécure en termes de points UCI, qu'il n'y a pas vraiment un intérêt, à part un intérêt personnel, je dirais pour Romain Bardet, d'être dans le top 10 du général. Et encore, pour Romain Bardet, j'ai envie de dire l'intérêt personnel, il l'a déjà fait plein de fois, donc bon, il a peut-être envie de faire autre chose. Sauf que dans le cas de DSM, il y a les points UCI. Et imaginons un Romain Bardet qui finit 9 ou 10, ça doit être de l'ordre de 600, 700, 600, 500 points UCI, une 10e place. C'est beaucoup de points. Alors qu'une victoire, c'est 120. Que le maillot à poids, ça doit être 100 points UCI. 50 ou 100 points UCI, je dirais plutôt 100 points UCI, le maillot à poids. Ça fait réfléchir un petit peu, quoi. En sachant qu'en plus, top 10, ça n'empêche pas d'aller chercher une étape. En 3e semaine, si les écarts sont importants. Donc c'est sûr que Romain Bardet, je pense qu'on va commencer à y réfléchir. Alors, le problème, c'est qu'autour de Romain Bardet, par contre, l'équipe est faiblarde, voire pas loin d'être médiocre. Donc il devra se débrouiller seul en haute montagne. Mais bon, on verra demain, parce que peut-être que demain, c'est là où ça va être compliqué pour Romain. C'est là où il va souffrir. Mais pour le moment, c'est quand même un très bon Tour de France, début de tour pour Romain Bardet. Il a évité sur les pavés quand même les chutes. Il a évité de perdre trop de temps sur le chrono. 1:01 après 6 jours de course. Ça montre aussi qu'il a fait d'énormes progrès chez DSM. On parlait du contre-la-montre, mais pas seulement. Du côté de la préparation du course, le fait d'aller chez DSM lui a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça qu'il veut rester chez DSM. Qu'il a renouvelé au niveau des contrats jusqu'en 2024. Parce que c'est vrai que la situation est plutôt très bonne pour lui. Je termine avec un dernier coureur au top. C'est un petit Colombien que l'on appelle Nairo Quintana. Quintana, on aurait pu être inquiet sur la première semaine, notamment plus avec les chronos qu'avec les pavés, mais surtout avec les chronos. Au final, là aussi, 1:05 pour Quintana. Et en plus, on a bien vu que chez Arkea, il y avait un leader. C'est-à-dire que Warren Barguil a travaillé pour Nairo Quintana. Tout le monde a été au service de Nairo Quintana. Bon. Et puis, Nairo Quintana, il a une saison quand même qui est beaucoup plus convaincante que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de pépins sur les dernières années, et même chez Arkea, il a vu notamment des chutes en Colombie quand il partait en stage. Là, c'est vrai qu'à part le Tour de Turquie, qui a été un petit frein, ça c'est clair et net, au mois d'avril, mais sur la route d'Occitanie, tu vois que la remise en route a été compliquée, mais on voit que 4 jours de course c'était intéressant pour lui, et puis là maintenant pour le moment il est plutôt bien, donc après il va falloir voir comment ça va se passer sur le reste, mais je rappelle que pour le moment Quintana, 4e du Tour de Catalogne, 5e de Paris-Nice, vainqueur du Tour des Alpes de Maritimes et du Tour de la Provence. Le Tour de France paraît pas mal. Quand tu vois qu'en plus c'est sur l'étape de Calais où il perd, où il est à 46 secondes, l'étape de Calais où il fait partie des coureurs à 40 secondes. Non, même pas en plus, non, il était bien classé sur l'étape de Calais. Mais c'est intéressant parce que déjà hier, il fait un bon résultat sur l'étape des pavés, il fait 14e, et là aujourd'hui 5e sur un sprint, alors que c'est plus foncièrement là où il est le plus fort, et puis les sprints sur le plat, ça n'a jamais été vraiment sa spécialité non plus à Quintana. C'est très intéressant, très très intéressant pour Nairo. C'est peut-être une année où il peut revenir dans les top 10 du général. Et ça serait vraiment un très bon résultat pour Arkea, et puis ça relancerait la dynamique, parce que c'est vrai qu'Arkea depuis quelques temps, il n'y a plus beaucoup de points UCI qui rentrent dans la musette, donc là, et puis encore une fois, on a vu vraiment que l'équipe était solide. Chez Arkea, sur le plat, ils ont fait du bon boulot. Après Warren Barguil, c'était également du bon job autour de Nairo Quintana. On passe au flop, Ben O'Connor. Bon, ce soir, on peut le dire, Ben O'Connor ne joue plus le général. 2 minutes 37 aujourd'hui. Alors, il y a deux explications. Soit vraiment Ben O'Connor, hier, c'était une panne de jambe et il a vraiment plus la condition physique
requises pour être performant sur ce Tour de France. Deuxième explication autour de Ben O'Connor, il a perdu du temps aujourd'hui exprès pour avoir des libertés dans les jours à venir et pouvoir partir en échappée et refaire le coup de l'année dernière. C'est quand même risqué de perdre du temps exprès, j'ai envie de dire, si tu veux jouer encore une fois un top 10, parce que ça marche quand même que très rarement. Ça marche pas toujours, ce genre de stratégie, et pour faire un top 5, c'est encore plus rare. Donc, et puis je me dis qu'aujourd'hui, bon, s'il voulait perdre du temps, il aurait fallu qu'il en perde 5 sur la super planche de Bellefille. Là, 2,37. Moi, j'ai vraiment l'impression que Ben O'Connor, les jambes sont pas très bonnes. Alors peut-être que hier sur les pavés, il y a eu un coup sur le genou, ce genre de choses. Mais ouais, du côté de Ben, parce que Ben O'Connor, on ne sait pas s'il est tombé hier, hein. Alors je crois qu'il n'est pas tombé, mais il n'y a pas d'image de quand il était à l'arrêt, quand il s'est retrouvé en difficulté. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais c'est vrai que là pour le moment, c'est quand même un mauvais début de Tour de France pour Ben O'Connor. Au général, il est quand même désormais 52e à 7,02. Encore une fois, pour jouer le général, ça me semble maintenant très compliqué. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il a perdu du temps exprès pour pouvoir avoir des libertés demain. Ou des libertés, pourquoi pas, à l'Altiport de Megève aussi, hein, lors du lendemain de la journée de repos, ou pour l'étape de Lausanne, ou pour l'étape de Châtel. Peut-être pouvoir reprendre du temps sur ces étapes-là et se remettre dans le classement général. Mais c'est vrai que 7 minutes, c'est pas l'idéal. Alors après, l'année dernière, au bout de 4 jours de course, 5 jours de course, il avait aussi un gros écart avec les meilleurs du général. Malgré tout, c'est la petite déception française du jour. Je parle pas de Pinot, parce que certains vont me dire oui, mais Pinot, il a perdu du temps aussi. Pinot, il joue pas le général. C'est presque mieux parce qu'il était perdre 2,30, 2,40 aujourd'hui. C'est presque intéressant pour Thibaut Pinot parce que s'il veut jouer le maillot à poids, faut pas être dangereux au général. Donc en perdant du temps, il commence à devenir beaucoup moins dangereux au général. Donc s'il veut partir en échappée demain, ça sera quand même plus simple pour lui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! 4 coureurs au top aujourd'hui. Je commence avec Pogacar. Je pense qu'on va aller quand même assez vite à partir de maintenant dans la vidéo. Pogacar, intouchable quoi. Ça c'est clair net qu'aujourd'hui c'était le coureur le plus fort. Il y avait rien à faire face à lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se poser aussi 10 secondes. Quand il lance son sprint, voilà. Il y a personne ne peut répondre avec la même intensité, avec la même qualité que lui. Donc c'est normal qu'il s'impose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le plus fort. Il n'y a pas photo, c'était le plus fort. Son sprint, il fait 250 mètres. Derrière, il colle de vélo à Matthews. Donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de suspense. Par contre, on peut quand même maintenant se poser des questions sur l'équipe UAE. Et l'équipe UAE, c'est pas si incroyable que ça. Alors, on a envie de dire, oui, en 2020, il s'impose, il n'y a que de la Cruz dans l'équipe. C'est vrai. Malgré tout, on s'aperçoit que George Bennett, Mikkelberg, Langen, Mark Hirschi, Soler, c'est pas non plus foufou. Et l'équipe, pour le moment, c'est Maïka, McNulty. Alors, du côté de Marc Soler, je me dis, c'est peut-être aussi qu'ils ont décidé que Marc Soler serait plutôt utilisé en 3e semaine et qu'au niveau de la manière dont ils ont préparé son pic de forme, il arrivera en forme surtout à partir de la 2e semaine et que sur cette première semaine de course, il est encore en phase de consolidation de sa forme. Par contre, Bjerg et Langen, ils étaient attendus sur cette première semaine, on les a pas vus. Bjerg, on l'a surtout vu à l'arrière du peloton, et ça c'est une mauvaise nouvelle. Et puis George Bennett, là aussi, c'est quand même là, techniquement sur ce Tour de France, l'équipier un petit peu à tout faire, c'est pas incroyable. Et puis, on pourrait se dire également que du côté de Pogacar, oui, il a gagné, mais sans Vlasov. Parce que Vlasov avait subi un petit peu. Est-ce que c'est pas l'homme qui était le plus dangereux aujourd'hui, Vlasov, vu sa capacité à changer de rythme? Peut-être. Donc, du côté de Pogacar, voilà. Et puis, il prend le maillot très tôt.
6e étape, il n'a jamais pris le maillot aussitôt. En 2020, il prend le maillot le dernier jour. En 2021, il l'a pris, c'était l'étape 8 de mémoire. Donc là, il prend le maillot 2 étapes avant. Avec une équipe qui semble pas aussi forte que l'année dernière pour le moment. Il va falloir voilà, ça va être peut-être plus compliqué pour Pogačar. Et puis, déjà qu'il était la cible de tout le monde, il va être encore plus la cible de tout le monde. Et est-ce que, au bout d'un moment, il ne va pas y avoir des alliances où le fameux Vlasov attaque et tous les autres regardent Pogačar pour qu'il fasse le travail? Peut-être. Il se peut aussi qu'on commence à faire les comptes d'apothicaire pour le podium et le top 5, ce qui aiderait fortement Pogačar. On peut avoir les deux possibilités. C'est vrai que ces dernières années, on a plus souvent vu le compte d'apothicaire que les alliances stratégiques. Mais du côté de Pogačar, c'est vrai qu'à partir du maintenant, il a presque le maillot trop tôt là quand même. C'est-à-dire, si ce soir, Poles avait le maillot rose, j'aurais dit, en plus pour Pogačar, super job. Poles a le maillot rose, le maillot jaune, pardon, et c'est nickel. Le problème, c'est que là, il a le maillot très tôt, et que dans l'équipe, très clairement, Berg, Langen, Hirschi, ils sont aux fraises. Georges Bennett, pour le moment, c'est pas top. Soler, c'est pas foufou non plus, donc on est à 2. Alors, encore une fois, en 2020, il remporte le Tour avec un seul équipier en montagne, hein, parce que je rappelle qu'il y avait Christophe pour les sprints. Donc, faudra voir pour Pogačar, mais ça va être intéressant. Je continue avec Van Aert. Van Aert, c'est particulier quand même aujourd'hui, Van Aert. Je le mets au top, mais j'aurais pu tout autant le mettre en flop. Je le mets en top parce qu'il a animé la course, parce qu'il a respecté le maillot jaune, et ça fait 2 jours. Je le mets aussi en top parce que hier, je ne l'ai pas mis en top, mais ça fait 2 jours qu'il respecte le maillot jaune. Hier, déjà, après sa chute, il peut se dire bon voilà, je ne rentre pas, c'est fini. Quand vous avez Vingegaard qui se retrouve lâché et qui fait le job, il peut dire je fais le job et puis à la fin je me relève. Et puis il reste quand même dans le peloton, il remet du rythme en fin d'étape, c'est lui qui permet à Vingegaard de finir à 11 secondes. Hier de Pogačar. À 13 secondes, pardon, de Pogačar. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, là aussi, il a fait honneur à ce maillot jaune. Quand il s'est retrouvé devant, il a voulu prendre l'échappée, il a tout fait pour prendre l'échappée, il a tout fait pour s'accrocher quand même dans le peloton sur la fin, pour résister le plus longtemps possible. Je trouve que c'est un énorme respect envers le Tour de France de la part de Van Aert. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il était resté dans le peloton, il serait ce soir toujours maillot jaune et il aurait peut-être même fini 2e ou 3e de ce sprint, voire mieux. D'un point de vue comptable, c'était pas la meilleure stratégie au monde. Ça, il faut très clairement le dire. Mais je pense que ce soir, s'il y a des enfants qui ont regardé l'étape, on est peut-être le premier jour, je crois, des vacances aujourd'hui. S'il y a des enfants de 7-8 ans aujourd'hui qui ont regardé pour la première fois une étape de Tour de France à la télévision aujourd'hui, et peut-être que grâce à Van Aert, ils vont désormais être passionnés de cyclisme et vraiment s'intéresser à la course. Ça, il a peut-être créé des vocations ce soir. Alors oui, la stratégie était pourrave. Il n'y avait aucun intérêt à partir avec Quinn Simmons. Normalement, il aurait dû se relever, mais ça montre aussi le panache quand même du mec. C'est que même à 3, même quand il aurait pu se relever en même temps que Fuglsang et laisser Quinn Simmons tout seul devant. Eh ben non, il a quand même été au bout de son idée. Quand Simmons craque, il a remis encore un coup de collier. Il s'est pas fait rattraper facilement. Van Aert, il a tout mis dans la bagarre, peut-être contre les consignes de ce directeur sportif. Il a animé la course. Alors c'est pour ça que je suis partagé, parce que d'un côté j'ai envie de saluer le geste, de saluer la manière de faire, et puis de l'autre, je me dis oui, mais s'il avait été un peu moins borné, on va dire, il aurait peut-être gagné l'étape ce soir. Voilà, donc je suis un peu mitigé, mais par rapport à l'étape d'hier, je voulais le mettre au top. Je continue avec Roglic. J'ai l'impression que l'épaule va pas mal quand même pour Roglic. Pour quelqu'un qui s'est démis l'épaule hier, qui s'est remis l'épaule, alors là, l'anecdote est quand même exceptionnelle. C'est-à-dire donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu,
Hier, lors de la chute Caleb Ewan, à cause du ballot de paille qui était mal placé, j'en ai pas parlé hier parce que j'ai un peu oublié, puis il y avait beaucoup de choses à dire, donc au bout d'un moment, j'ai oublié de reparler du ballot de paille. Erreur totale de l'organisation, hein. Pour moi, c'est pas normal qu'il y ait en plus, il y avait un flic devant. Et puis, normalement, il y a des motos, devant le peloton. Alors, des motos, des voitures suiveuses. Elles auraient dû voir que le ballot de paille était mal placé et soit on l'indique à Radio Tour, soit il aurait fallu montrer au mec le ballot de paille, tu le remets. Là, normalement, il y a un système qui est en place sur les courses au niveau de la radio. Radio course, c'est pas juste donner les écarts, hein, c'est aussi donner ce type d'information. Parce qu'on n'est pas passé pas loin de la catastrophe. Et j'adore la phrase de Laurent Jalabert, c'est un coureur d'avant qui a dû le pousser sur la route. C'est pas possible. Si tu te prends un ballot de paille comme ça, forcément, ça se prend dans le pédalier, donc forcément, tu te pètes la gueule. Ou ça se prend dans les roues, enfin, tu te pètes la gueule. Il y a la manière. S'il était collé au trottoir et qu'il s'est déplacé de 30 cm, c'est pas juste en l'effleurant qu'il se déplace de 30 cm. Voilà, faut quasiment rentrer dedans. Donc si tu rentres dedans, tu te pètes la gueule. Donc vu que les 6 coureurs de devant, ils étaient toujours 6, ça ne pouvait pas être un coureur. Quand je parlais hier de crédibilité de l'information, on était en plein dedans. Avec cette hier ou avant-hier, je sais plus, j'en parlais. Mais du côté de Roglic, il s'est remis l'épaule en faisant un geste avec une chaise de plage, je sais pas comment on appelle ça, vous avez les chaises en plastique, il a réussi à se remettre à se remettre l'épaule, pardon, pour se remettre la jambe. Et c'est assez dingue. Déjà, en sachant ça et qu'il ait fini l'étape, je me disais, bon, c'est peut-être pas si grave que ça. Après, des fois, je le dis toujours, la nuit, vous avez parfois, quand le muscle redescend en température, parfois vous avez des surprises. Il y a des coureurs cyclistes, parfois ils sont remontés très vite sur leur vélo et puis au bout de 5 km, ils s'aperçoivent que oui, la fracture, il y a une fracture, il y a un truc comme ça, parce que vous avez déjà l'adrénaline. Quand ça vous arrive, vous voulez tellement remonter sur le vélo, vous avez l'adrénaline qui, des fois, éteint un petit peu la douleur. Et puis, parfois, c'est à froid hein, que les douleurs arrivent très fortement. Malgré tout, j'étais quand même plutôt confiant. Ce matin, on le voit au départ, on le voit sans trop de soucis au départ. Donc, déjà, c'est rassurant. De le voir au bout de 220 km à 50 km/h quasiment de moyenne, lancer le sprint à 400 mètres de l'arrivée et finir quand même 9e aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas pris de cassure. Voilà, du côté de Roglic, les jambes sont bonnes. Et puis, on peut quand même se dire que maintenant, du côté de la Jumbo, on aura peut-être beaucoup moins de nœuds dans la tête, au moins dans les prochains jours. Tant que Roglic a 2 minutes de Vingegaard, Roglic fait le job pour Vingegaard. C'est vrai que si on laisse Roglic revenir dans le match, là, on aura peut-être de nouveau des nœuds au cerveau. Mais tant qu'il est à 2 minutes, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais voilà, Roglic fort quand même. Et aujourd'hui, sprinter de cette manière, qu'au niveau de l'épaule, ça va fort. Hein. Il n'est pas trop gêné. Surtout qu'un sprint en danseuse, vous tirez vachement sur le guidon quand vous êtes en danseuse. Donc ça force sur les épaules. Hein. Donc si l'épaule elle est pas bien, il aurait pas pu se mettre en danseuse. Je termine avec Vlasov. Un peu comme hier, on avait parlé de Vingegaard qui s'en était très très bien sorti. Aujourd'hui, Vlasov s'en sort bien. Il tombe quand même assez violemment au sol. Il a l'air de pas s'être fait mal, vu comment il est revenu dans le final, avec beaucoup de force. Ça montre aussi que Vlasov il est en très bonne condition physique en passant, et que ça sera un homme dangereux. Mais surtout, il est revenu très vite. Encore une fois, on va pas revenir, j'en ai parlé déjà avant, mais très mal signalé ce carrefour. Et puis, derrière, il revient fort, notamment, encore une fois, avec un gros collectif. Je pense notamment à Lennart Kamna, mais à d'autres qui ont fait le job. Et puis derrière, il ne perd que 5 secondes. Parce qu'il se prend une petite cassure dans le final. Et encore, faudra vérifier, hein, parce que là, pour le moment, on nous indique qu'il y a une cassure de 5 secondes. Parfois, vous savez, sur les cassures de 5 secondes, on s'aperçoit qu'au final, entre Paulès et Thomas, il n'y avait pas l'espace requis pour avoir la cassure. Et parfois, on critique dans le même temps. Il faudra regarder ça demain matin, parce que des fois, il y a des coureurs qui font appel dans ce genre de cas et qui arrivent à regagner à 5 secondes.
En passant, Vlasov, contrairement à Van Aert hier, on lui a pas fait de barrage. Hein. Hier aussi, du côté de l'organisation, pourquoi on a fait barrage à Van Aert? Enfin voilà, au niveau des voitures de directeur sportif. Alors au départ, je me suis dit, on a fait barrage devant Van Aert, parce que je me suis dit, c'est une question de sécurité, parce qu'on sait qu'on va arriver avant un secteur pavé, et qu'on veut éviter qu'il y ait des voitures qui gênent Van Aert en cas de secteur pavé, que ça soit embêtant. Sauf que, excuse-moi, mais le groupe Roglic a eu, je pense qu'ils ont eu un danger monumental à certains moments où ils avaient une file de 15 bagnoles sur les pavés à dépasser. Donc je ne comprends toujours pas là la décision de l'UCI. Et encore une fois, tu te dis, bon, bah, c'est une chute, d'accord. Maintenant, sur toutes les chutes et tous les faits de course, on décide que, d'accord, on fait barrage, peut-être à cause de Uran. Oui, mais Vlasov, on n'a pas fait barrage. Il n'y avait pas de barrage pour Vlasov, il a suivi la voiture Shimano tout le long. Donc enfin une voiture Shimano et puis une autre voiture directeur sportif. Donc très surprenant du côté de l'UCI. Bah Vlasov, donc voilà, c'est plutôt une bonne journée parce que quand tu tombes à moins de 20 km de l'arrivée, parce que c'était 17 je crois, 17 voire non, c'était même moins, c'était 10 km de l'arrivée, quand il est tombé, c'était pas bon. Et puis il s'en sort bien quand même, 5 secondes, c'est pas mal. Il est toujours en dessous de la minute, hein, Vlasov, hein, il est... tac, que je le retrouve. Vlasov, il est 7ème du général à 52 secondes. Ça reste un homme très dangereux, et encore une fois, vu ses qualités physiques et vu ce qu'il a montré depuis le début de saison, Pogačar, c'est peut-être l'adversaire numéro 1 de Pogačar, Vlasov. Donc il faudra faire très attention aux Russes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 2 petits bonnets d'âne aujourd'hui. Je n'étais pas très motivé pour mettre beaucoup de bonnets d'âne. Voilà. Mon quota de méchanceté est passé hier sur France Télévisions. Du côté des 2 flops, j'ai mis Adam Yates en premier. Alors c'est un petit flopounet parce qu'Adam Yates il finit quand même dans le top 10 de l'étape, je crois. Non, 12e de l'étape. Mais il finit dans la bonne cassure. Mais on s'attendait quand même un peu mieux à Adam Yates. C'est vrai que quand j'ai vu, moi, qu'il restait 20-25 coureurs là, au pied de la dernière montée, je me suis dit, Adam Yates, bien emmené en plus, il y avait pas mal d'Ineos. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Ça peut être un coureur qui peut menacer Pogačar. Et puis, il n'a pas vraiment suivi les accélérations. Et c'est vrai que quand Pogačar a lancé son sprint, pas très bien placé déjà premièrement, et puis il n'a pas réussi à faire la jonction. Alors peut-être parce que c'était sur le plat, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux d'Adam Yates aujourd'hui. Je me disais, sur une étape comme ça, pourquoi pas voilà, à partir du moment où je me suis aperçu que le col du pull venteux était encore plus dur que ce que je ne pensais, oui, il fallait peut-être tenter le coup pour Adam Yates. Après, peut-être encore, Ineos a été très attentiste, parce qu'il y avait quand même pas mal d'Ineos dans le final. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter d'accélérer le rythme dans le col du pull venteux ou dans d'autres difficultés pour tenter d'isoler Pogačar? C'est vrai que pour le moment, Ineos, ils sont quand même très discrets au niveau stratégie de course. On en a un peu parlé dans les commentaires sur la vidéo d'hier, où c'est vrai que j'ai dit, j'ai pas compris pourquoi Ineos, ils avaient pas roulé avec Van Aert et Vingegaard. Là, aujourd'hui, je me dis, on aurait peut-être pu tenter quelque chose d'un peu plus ambitieux dans la dernière difficulté du jour, avec Pidcock, avec Martinez, avec Geraint Thomas, avec Adam Yates. On aurait peut-être pu tenter de lancer les grosses hostilités. Bon, ça n'a pas été fait. J'espère qu'ils ne le regretteront pas dans les jours à venir. Et puis j'ai mis Van Der Poel. Van Der Poel aujourd'hui, De Koninck qui finit extrêmement loin. Du côté de la De Koninck, ça commence à devenir une ritournelle. C'est Alpecin encore. Oui, Alpecin De Koninck. Van Der Poel, il finit 145e avec Van Karlsbruck. Quand tu finis Van Karlsbruck dans une côte, c'est qu'on voit bien qu'il n'est pas bon. C'est un peu comme les derniers, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que il n'a pas les bonnes jambes. Ça marche pas du tout pour Van Der Poel. J'ai l'impression qu'il traîne un petit peu comme une âme en peine pour le moment sur ce Tour de France, mais vraiment parce que et on se dit, tu vois, quand tu vois Van Der Poel pas marcher en ce moment, quand je vous avais dit c'est peut-être pas une mauvaise idée de pas avoir mis Julien Alaphilippe sur le Tour de France,
bah ça confirme un petit peu, hein, parce qu'on voit qu'il faut être en grande condition pour être performant sur le tour, et dès que tu es un peu en dessous, t'es pas dedans. Et Van Der Poel, je me disais quand même que du côté d'Alpecin, je trouve qu'ils ont été quand même très ambitieux avec Van Der Poel cette année. C'est-à-dire, je rappelle que Van Der Poel, le plus qu'il avait fait, c'était 10 jours de course d'affilée, grosso modo, dans sa carrière. Cette année, il fait déjà le Giro complet, où il s'est quand même cassé les jambes, hein. Parce que notamment l'étape face à Guilhermet, bon, je l'avais aussi critiqué sur ses stratégies de course, mais notamment l'étape face à Guilhermet, il se fait mal aux pattes, hein. Et il y a d'autres étapes où il se fait mal aux pattes avec Alpecin. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas, été, enfin il n'a pas fait très attention à son physique. Donc je pense qu'il a fini bien cramé le Giro. De la part d'Alpecin, se dire, le mec, c'est la première fois qu'il fait un grand tour, qu'il termine un grand tour, et de lui faire enchaîner l'autre grand tour un mois après, je trouve ça quand même très ambitieux de considérer que Van Der Poel serait en bonne condition physique un mois après. On sait déjà que Giro, Tour, c'est très compliqué. Même pour les sprinteurs, c'est quand même compliqué. On voit de plus en plus de sprinteurs abandonner au bout d'une dizaine de jours de course sur le Giro et enchaîner derrière sur le Tour. On s'aperçoit même que sur les coureurs, les sprinteurs qui ont fait le Giro, il y en a quand même Caleb Ewan par exemple n'est pas au top. Alors aujourd'hui il a été lâché, mais bon il s'est quand même pris une grosse chute hier, mais même auparavant Caleb Ewan, ça n'a pas été foufou quand même, hein, notamment sur l'étape de Calais, il n'était pas dans le coup. Quand on voit d'autres coureurs, comme moi j'ai toujours le souvenir de Ryder Hesjedal qui avait remporté le Giro, il avait fait le Tour de France juste après, ça avait été une catastrophe, il n'arrivait même pas à prendre les échappées cette année-là. Il avait abandonné au bout de, je sais plus, une dizaine de jours de course. C'est déjà très compliqué d'enchaîner les deux grands tours en ayant une bonne condition physique. C'est encore plus compliqué quand tu ne l'as jamais fait, quand tu n'as jamais fini un grand tour avant cette année le Giro. Donc je trouve que du côté d'Alpecin de Koninck, en termes de gestion d'effectifs, je pense qu'on a fait une erreur en emmenant Van Der Poel sur le Tour de France. Pour moi, c'était une erreur. Alors, aussi avec Van Der Poel sur le Tour de France, il y a un côté marketing. Parce que Alpecin de Koninck, ils savent que Van Der Poel, c'est le fils de Poulidor, donc forcément en France, on va en parler. Parce qu'on a un côté, voilà, on a tous aimé Poulidor. Derrière, il y a un côté sympathique avec Van Der Poel. Malgré tout, je me dis que d'un point de vue sportif, c'était pas une bonne idée. Et même d'un point de vue marketing, parce qu'un Van Der Poel qui finit 145e d'une étape, tout le monde s'en branle, très clairement. Donc c'est, je pense, une erreur de la part d'Alpecin. Alors je ne sais pas si c'est Van Der Poel qui a forcé pour aller sur le Tour de France, mais dans ce cas-là, on se reposera encore la question de est-ce qu'il y a un staff vraiment, parce que normalement c'est au staff de dire aux coureurs non, tu ne feras pas le Tour de France parce que tu n'es pas en assez bonne condition physique, ou est-ce que c'est un choix du sponsor, ou est-ce que c'est un choix de la direction sportive, mais au final c'est un mauvais choix, et pour le moment il n'est pas au top de sa forme, et c'est bien triste. Et je pense que ça sera le cas sur tout le Tour de France, parce que je pense qu'il est fatigué. Je le trouvais avec les traits un peu creusés, notamment hier, quand la moto l'a dépassé. On passe petit point classement général pour finir. Pogacar en tête, désormais avec 4 secondes d'avance sur Poles, 31 secondes d'avance sur Vingegaard. Adam Yates, 39 secondes. Pidcock 40, Thomas 46 secondes, Vlasov est à 52, Martinez à la minute, Bardet à 1,01, premier français, Godu 10e, 1,02. Et autant vous dire que je dirais que jusqu'à Fuglsang, hein, on a 1,16, donc même Aurélien Paré-Peintre à 1,21. Dire que pour le moment, même Tom Skunch, 16e à 1,31. Alors ça m'étonnerait qu'il joue le général, Tom Skunch, sur ce Tour de France. Mais on voit que pour le moment, les écarts restent quand même assez faibles dans le top 10. Demain, la Super Plongée Bellefille, présentation 7h30. Débrief de cette étape demain soir, entre 21h et 22h, vous savez comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!